Bonjour et bienvenue dans Aux Avant-Postes, l'émission qui cherche un sens au chaos du monde. Alors on est au salon Vivatech, le salon des rendez-vous des startups, et aujourd'hui on va parler de financement de la base industrielle de défense de la France et peut-être plus largement aussi de l'Europe avec mes 4 invités que je vous présente. D'abord Olivia Noiraud-Nérin qui est gérante senior du fonds Siena Investment Management. Lionel Mestre, qui est associé chez Weinberg Capital Partners. Bastien Mancini, PDG de Delair, vous fabriquez des drones. Et Matt Hauser, cofondateur de Droniva. Vous êtes un spécialiste des drones, vous avez étudié le marché international des drones. Alors, ma première question, elle est évidente. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 4-5 ans? Pourquoi tout à coup, il y a de l'argent, des finances pour l'industrie de défense? Ma question pour vous est la première, Lionel Mestre. Oui, merci, bonjour. Donc effectivement, nous, on s'est lancé bien avant les autres, puisqu'on a eu l'idée de ce fonds en 2020, donc bien avant l'Ukraine. Et on l'a fait parce qu'on a fait le constat qu'il y avait à la fois une augmentation de la conflictualité dans le monde, qu'on avait en France, et on en reparlera, une très belle industrie de défense exportatrice, et que paradoxalement, cette industrie qui est à la fois exportatrice et technologique, elle avait beaucoup de mal à trouver des financements, qu'ils soient bancaires, qu'ils soient en capital, voire commencer à avoir du mal à s'assurer. Certains assureurs se détournaient un peu des entreprises qui avaient des activités de défense. Et donc on a souhaité, il y a longtemps, donc, soutenir cette industrie en créant un fonds dédié, un fonds sectoriel, avec des spécialistes de la défense, des ingénieurs, et qui puissent soutenir cette industrie. On a eu beaucoup de mal au début, parce que pour des raisons qu'on va qualifier de ESG mal comprises. C'est environnement, social et gouvernement. Voilà. Donc c'était mal vu en gros de financer l'industrie de défense. C'était mal vu, mais pas que ça en fait. Il y avait également une forme de méconnaissance de ce secteur. Visiblement dans la finance, on ne savait plus ce qu'on fabriquait en France pour la défense. Et puis il y avait également quelques ONG qui mettaient beaucoup de pression sur les banques pour qu'elles évitent ce genre de financement. Et donc le fonds, combien au départ ? Au départ, on visait 200 millions et on a finalement récupéré 280 millions depuis la vague qui nous porte depuis un an, et on aura, je crois, l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Olivia Noiraud-Nérin, pour vous, ça a commencé il y a 2-3 ans plutôt. Alors oui, le changement qu'on a vu et la dimension remarquable d'un point de vue financement, elle s'explique, comme le disait Lionel, d'abord par un certain nombre d'investisseurs financiers qui ont vu qu'il y avait un besoin. Mais le besoin, il vient d'abord parce que les armées vont se rééquiper. Donc le besoin, il est le besoin d'équipement. Et donc d'un point de vue financier, la question était de dire comment on accompagne ces besoins-là. Je pense que la dimension remarquable, c'est, comme le disait Lionel, toi tu as démarré ta levée de fonds en 2020. Donc nous, on est un fonds d'investissement également, ce qui veut dire que le modèle, c'est il faut d'abord convaincre des investisseurs. Et une fois qu'on a convaincu des investisseurs, on va pouvoir nous-mêmes investir dans les entreprises. Nous, on a cherché, on a commencé à convaincre nos investisseurs en 2024, donc un peu plus tard que Lionel. Et ce qui a été remarquable, là où on a vraiment vu le changement, c'est que en moins d'un an, on a réussi à faire notre première levée de fonds. Donc à peu près 300 millions également, 300 millions d'euros pour pouvoir investir. Et on parle d'accélération, et bien voilà, là en un an on a pu faire ça, là où quand on démarrait en 2020 il fallait un peu plus de temps pour y arriver. En fait, il y a eu vraiment 2 phénomènes qui ont expliqué le regain d'intérêt des investisseurs pour cette thématique. La première, ça a été l'Ukraine, et il faut l'avouer. Je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal à continuer la levée de fonds si on n'avait pas eu l'Ukraine, donc malheureusement. Et la deuxième, qui était un accélérateur encore plus important, c'était il y a un an, avec l'impact de la réélection de Donald Trump, avec la façon dont Zelensky a été traité à la Maison-Blanche, et surtout la conférence de sécurité de Munich, oui, où les Américains nous ont dit assez clairement les Européens, il va falloir commencer à vous débrouiller tout seul. Ça a eu un impact déjà sur la classe politique européenne, sur une prise de conscience. Et puis, donc c'est par capillarité, je dirais, c'est descendu à la finance, et notamment à la faveur d'une grande réunion qui a eu lieu il y a un peu plus d'un an, le 20 mars dernier, où le ministre de l'économie et des finances et des armées ainsi que le DGA ont passé des messages assez clairs à l'industrie de défense. Alors Bastien Mancini, vous devez normalement voir l'argent arriver, non? Les financements, c'est le cas ou pas?
Oui, eh ben, nous on a une entreprise qui a eu une forte croissance ces dernières années. On a créé Delair il y a 15 ans, une entreprise de drones, d'abord pour le civil. On faisait 80% de notre activité dans le civil il y a encore 5 ans. Mais sur les 5 dernières années, on a multiplié par 10 notre chiffre d'affaires. Donc évidemment, on a eu une très forte croissance. Les 3 dernières années, on a fait 10, puis 30, puis 50 millions de chiffre d'affaires. On a soutenu cette croissance en restant une entreprise rentable, ce qui est important pour nous pour avoir une forme de robustesse dans cette croissance. Donc évidemment, on voit arriver cet afflux de commandes dans le domaine, qui est un afflux qui est en France et partout en Europe, on pourra en reparler. Mais je crois que, effectivement, si on regarde ce qui a vraiment changé profondément, il y avait quand même un état d'esprit où on allait profiter des dividendes de la paix. Et donc, les investissements dans la défense étaient faits par l'État pour entretenir des compétences industrielles au cas où. Et on a basculé de ça à, comme vous l'avez dit, il faut équiper les forces, ce qui est très différent. Financer des programmes de R&D pour entretenir des compétences industrielles ou équiper des forces, c'est complètement différent. Et équiper des forces, ça fait des commandes de matériel sur étagère qui attirent les investisseurs. C'est vrai que nous, Delair, par exemple, on a développé nos produits sur fonds propres, ce qui est complètement disruptif par rapport au modèle qui était en vigueur dans les années 2010. Enfin, assez disruptif. Thales l'a fait sur des radars dans les années 2000, KNDS l'a fait sur le canon César. Donc il y a des succès qui ont été faits comme ça, mais disons que c'était rare. Et ça se généralise parce qu'il faut maintenant équiper les forces avec des équipements qui marchent tout de suite, très vite, et pas juste entretenir des compétences industrielles au cas où. Matt Hauser, donc je disais que vous avez fait le tour du monde des grands salons expositions sur les drones. Est-ce que c'est vraiment l'outil, l'armement qui a le plus bénéficié de financement ces dernières années ? Je pense que ce qu'on a observé, nous, sur une dizaine de salons sur plusieurs pays, c'est effectivement que le drone est devenu un peu central dans les nouvelles doctrines des armées. Mais je pense aussi qu'il est très séduisant, un peu comme a pu être l'IA il y a encore quelques années, très séduisant pour les investisseurs. Donc c'est vrai qu'il accumule et il attire une grande partie des investissements. Après, je rebondis sur ce qui a été dit par Bastien Mancini. Ce qu'on observe, nous, sur les salons qu'on a fait avec des centaines d'entreprises de drones rencontrées, c'est que ce qu'elles cherchent aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'investissement en tant que tel, c'est de la commande publique. Ça veut dire, une fois qu'on a passé le seuil du développement, le seuil, on va dire, de la scalabilité, de la montée à l'échelle de la production, ce que veulent les industriels, c'est avoir une visibilité à 1, 2, 3, 5 ans, 10 ans, avec de la commande publique garantie, et avec aussi du retour des forces qui emploient leur système pour améliorer le système en permanence et avoir un produit qui correspond aux besoins du marché. Si le drone attire autant, c'est aussi qu'il est consommable. Ça veut dire que c'est un outil qui peut produire beaucoup de richesses, évidemment, pour les fabricants. Mais ça applique aussi une seconde chose, c'est qu'il faut le concevoir non pas comme un flux, non pas comme un stock, mais comme un flux. Ça veut dire qu'il faut renouveler constamment les flottes, il faut les adapter, il faut faire de la recherche et développement, etc. Donc oui, le secteur du drone a profité de ces financements, mais il y a encore ce problème de l'accès au marché public et aux commandes publiques. Lionel Mestre, je voudrais comprendre très simplement. Weinberg Capital Partners, vous entrez au capital des entreprises, ce qui n'est pas le cas à Sienna, c'est ça? Pourquoi ce choix? Alors déjà c'est un choix de politique maison, si je puis dire. On a une maison qui vient du private equity, donc de l'investissement en capital privé. Et donc voilà, on laisse aux spécialistes de la dette le soin de faire ça. Ensuite, nous, on a une vision sur nos entreprises qui consiste à vraiment avoir un impact le plus possible sur leur développement à travers notre présence notamment au conseil d'administration, et puis également de les rendre plus solides. Alors ça peut être par la croissance organique, par ouverture de portes sur nouveaux clients, mais ça peut également être sur du financement de croissance externe sur lequel on doit déployer du capital avec le cas échéant de la dette également. Olivia Noiron-Hérin, vous prêtez, mais pas forcément aux startups. Nous, on prête aux entreprises. Qui dit prêter, dit être en capacité de rembourser et de payer des intérêts. Les startups, souvent, sont encore dans une phase de développement où l'argent qu'elles utilisent, elles le dépensent dans de la recherche et du développement, justement, dans de l'innovation, sans nécessairement générer encore des revenus ou du chiffre d'affaires. Et donc, économiquement parlant, ça n'a aucun intérêt qu'un investisseur mette de l'argent au capital pour payer des intérêts sur la dette. Donc nous, on a besoin d'entreprises qui génèrent déjà des revenus et qui génèrent déjà du profit pour pouvoir rembourser nos intérêts. Néanmoins, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les formes de besoin de financement dépendent de la maturité des entreprises et de ce que vous avez besoin de financer.
Donc nous, typiquement, en dette, on va financer les augmentations de capacité de production, la modernisation des outils de production. Quand vous avez des commandes qui augmentent tout d'un coup, eh bien, mécaniquement, il y a plutôt besoin de dépenser de l'argent avant d'avoir les retours de vos clients ou les factures et les paiements des clients. Et le dernier point, c'est également des rapprochements et des consolidations. Et c'est là où il y a une vraie complémentarité. Et on parlait de l'évolution des investissements et des financements. Aujourd'hui, il y a un vrai écosystème. Et donc l'enjeu, c'est que chacun sache à quelle porte s'adresser quand il a besoin de financement. Bastien Mancini, vous êtes entrepreneur. Est-ce que vous entendez encore ce discours de banques ou d'autres financières qui vous disent non, on ne vous finance pas, vous, la défense, parce qu'il y a les fameux critères ESG, environnemental, social, gouvernance? Alors, c'est un discours qui a franchement vraiment évolué ces dernières années. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était difficile rien que de dire on est une entreprise de défense. Il y avait des gens qui ne voulaient pas nous financer et on a perdu des financements à cause de ça. Maintenant, il y a encore une distinction qui se fait parfois chez certains entre des équipements létaux et des équipements non létaux. Donc ça existe encore, mais c'est en train d'évoluer et on voit ça qui est en train de bouger. J'aimerais avoir votre avis, Lionel Mestre, là-dessus. Oui, je confirme ce que dit Bastien, c'est-à-dire que nous, quand on discute avec nos investisseurs, il y a encore ce distinguo qui peut être fait entre ce qui est létal et non létal, et donc certains qui souhaitent investir uniquement sur des choses non létales, mais la position de place sur le létal a beaucoup changé depuis un an, et donc c'est quelque chose, nous on a même, ça nous était interdit au départ dans notre fonds, et ça nous a été autorisé il y a quelques mois. Donc voilà, et à un niveau européen, là aussi les choses changent, mais elles changent plus long, de façon plus longue, parce que ça prenne plus de temps puisqu'on doit se mettre d'accord à plusieurs. Et dès qu'on est passé d'un statut de défense où tout était impossible à partir du moment où une entreprise faisait plus de 5% de son chiffre d'affaires dans la défense, à des critères de dualité plus souples. Et maintenant, voilà, on est en discussion avec ces autorités, donc BU et FEI, même sur ce qui est létal. Donc voilà, ce sont des changements intéressants et positifs. Olivia Noiraud-Nérin, vous constatez aussi une évolution sur le fonds européen? Oui, moi je peux complètement en témoigner. Si on parle concrètement les chiffres, donc le Fonds européen d'investissement avait une enveloppe pour investir dans la défense en 2025 de 125 millions d'euros. Et donc on a eu la chance d'en bénéficier. Donc c'est un de nos investisseurs dans la défense. Et l'enveloppe d'investissement du Fonds européen d'investissement pour 2026 dans la défense est d'1 milliard. Ah oui, donc on voit changement d'échelle. Changement d'échelle. Et c'est un vrai message pour l'ensemble des investisseurs. Nous, on l'a vécu. Avoir ce fonds-là en investisseur, je peux vous assurer que ça demande énormément d'analyse, d'échanges. Voilà, ils vont dans tout le détail de ce qu'on fait, de ce qu'on vend. Et donc ça, c'est même quelque part un avantage vis-à-vis des autres investisseurs. Et également parce que jusqu'à présent, le Fonds européen d'investissement était vu comme la banque de la transition énergétique. Et c'est devenu la banque de la souveraineté. Ouais. Donc on voit vraiment ce changement-là. Il y a une prise de conscience aussi. En fait, faire de la défense avant, c'était mal. Et on s'est rendu compte récemment avec les événements que finalement, quand on veut défendre des valeurs de tolérance, de liberté, finalement avoir des systèmes de défense, c'est utile face à des gens qui eux-mêmes veulent imposer leurs propres valeurs qui sont différentes des nôtres. Matt Hauser, je suppose qu'il y a, je le dis ça comme ça, peut-être que je me trompe, mais il y a peut-être un secteur économique dans la défense, les drones, qui eux ne souffrent pas de financement, ou c'est pas le cas? Eh ben, je valide en très grande partie ce qui a été dit par mes homologues, en apportant quand même malgré tout une nuance qui va concerner plutôt les très petites entreprises, voire les entreprises qui sont à leur démarrage, qui pour beaucoup, qu'ils soient double usage ou défense seule, donc dual use ou défense seulement, ont un gros problème d'accès pour certaines à la banque en tant que telle. Ça veut dire simplement à l'ouverture d'un compte en banque, parfois au crédit simplement pour ceux qui ne veulent pas lever des fonds par exemple. J'ai encore le cas très récemment d'entreprises qui fabriquent, une entreprise que j'ai rencontrée à Eurosatory, qui fabrique une turbine pour drones sous-marins et qui peine, parce que c'est un bien qui va être purement militaire, ils peinent à ouvrir simplement un compte en banque, et après 6 mois de recherche, ils sont en grande difficulté par rapport à ça. Et leur solution actuelle, c'est simplement de mentir aux banques et de leur dire voilà, on est une entreprise qui va faire du drone durable, etc. pour les fonds marins. Exactement. Ouais. Et donc il y a quand même une forme un peu de double discours d'une partie des banques
qui donnent l'impression de soutenir le secteur, mais qui pour les très petites entreprises, qui n'ont pas forcément pignon sur rue, sont pas forcément toujours aidantes. Voilà. Donc c'est un peu ma nuance, mais je reconnais sur l'ensemble, notamment sur les PME, donc les moyennes entreprises, les petites entreprises et les grandes entreprises, que là l'accès au financement est facilité. Et j'ai même des cas où des fabricants de drones européens ou français même croulent sous les demandes et sont surachetés par des investisseurs. Donc le financement est réel aujourd'hui, ça c'est certain. Il y a le financement, certes, mais vous devez soulever un point qui est très important aussi, c'est quand on va à l'export. Est-ce que les banques vous suivent sur ces critères ESG ou est-ce que là encore, ça devient compliqué pour des problèmes de compliance, donc de conformité? Alors, je peux donner un retour d'expérience sans citer de nom, mais dans notre cas, c'est vrai que pour un contrat à l'export, on avait besoin d'une garantie bancaire, donc d'être accompagné par une banque. Et concrètement, on a dû rencontrer et discuter avec environ 21 banques avant d'obtenir un accompagnement. Et effectivement, c'est un accompagnement qui a été très précieux pour nous au moment où l'export était critique. C'était il y a quelques années, hein, mais ça a été vraiment très très important. Et on ne s'est pas heurté à une foule de gens qui nous recevaient bras ouverts, on va dire. Lionel Mess, vous rencontrez beaucoup ce genre de situation. 21 banques pour aller à l'export. Alors nous, on n'est pas tellement concernés puisqu'on voilà, ce sont nos entreprises qui exportent. Moi, on n'a pas repéré de difficultés, mais ce que vient de dire Bastien soulève un paradoxe, hein, parce que 21 banques pour aller financer de l'export de drones, j'ose imaginer qu'il n'y a que des banques françaises qui garantissent à l'export du Rafale. Donc c'est quand même, il y a une forme de paradoxe. Et je pense que ce paradoxe, il est lié quelque part à la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que pour les banques, aller financer de gros acteurs est moins un problème que d'aller financer des petites PME. Et je dois dire que nous, ce qui a débloqué les choses, c'est la BPI qui a apporté une garantie à la garantie. La Banque publique d'investissement. Voilà, pardon, la Banque publique d'investissement. Qui vient comme un garant. Voilà, exactement. Et c'est ça qui a permis pour nous de débloquer la situation et ça a été vraiment structurant pour nous. Matt Hauser, je voudrais maintenant qu'on parle de l'Europe. Est-ce qu'il y a une Europe des drones qui se construit en ce moment ou pas? Alors évidemment, c'est quelque chose que je souhaiterais, ça veut dire d'avoir de la commande publique au niveau européen unifiée pour éviter que chaque pays développe son petit géant du drone kamikaze, son géant du drone longue portée, etc., son géant du drone ISR. Mais pour l'instant, pour être transparent, c'est pas franchement ce qu'on observe. Le programme SAFE, qui vise un peu à créer des programmes bilatéraux. Un programme européen d'investissement. Exactement. Ils ont d'ailleurs annoncé 15 milliards pour la France là-dessus, la Commission. Exactement, et qui vise à créer des coopérations entre pays européens sur des programmes, y compris en incluant d'ailleurs l'Ukraine sur ces sujets. Ça va, on va dire, dans la bonne direction. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que notamment l'Allemagne, les pays baltes, les pays nordiques cherchent quand même à faire émerger chez eux des géants. Et je pense notamment à l'Allemagne avec ces géants qui ne sont pas forcément toujours dans une optique de coopération. J'ai beaucoup de cas qui me viennent en tête. Donc je pense qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau des institutions européennes. En revanche, au niveau des pays eux-mêmes et au niveau des fabricants et des industriels eux-mêmes, il y a quand même encore cette vision de souveraineté, puisqu'on reste sur un sujet de souveraineté avec la défense qui complique les choses. Et Lionel, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on est en train de constituer des fonds européens? Est-ce que vous avez envie d'investir dans toute l'Europe, de consolider un peu tout cela? Oui, alors nous on est né de ça en fait. Hein. Oui, c'est notre objectif au départ était de consolider la base française déjà, et on a une poche dans le fond pour consolider à un niveau européen. Donc il y a un réel enjeu industriel là-dessus. Quand on regarde la structure de la BITD entre guillemets américaine, toute proportion gardée, elle est beaucoup plus concentrée que la nôtre. Donc on a un intérêt, les industriels, la nôtre en Europe. les grands, oui, la nôtre en Europe, avec les pays qui dominent un peu cette industrie, qui sont la France, l'Allemagne, l'Italie, certains pays scandinaves, dont la Suède. Et nous, la vocation du fonds actuel, tout comme la vocation du fonds qu'on vient de lancer, qui est un fonds small cap, c'est vraiment d'aller chercher en France et en Europe des sociétés pour les rendre plus solides, plus grosses. Et voilà. Et ça, c'est également quelque chose qui est demandé par les grands donneurs d'ordre français et européens. Olivia Noiraud-Nérin. Oui, moi je confirme. Nous, notre fonds a vocation à être européen. Donc on a la capacité à investir dans l'ensemble de l'Union européenne, plus le Royaume-Uni, parce que l'industrie de la défense, il y a également une industrie forte au Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège. Donc d'entrée de jeu, on s'est positionné comme étant un acteur européen. Et nos investisseurs nous ont encouragés à le faire.
Donc il y a une vraie volonté côté investissement à le faire. Et après, dans la pratique, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça passera essentiellement par des consolidations et par des rachats ou des rapprochements de petites entreprises entre elles et d'un pays à un autre, pas que à l'intérieur des pays. Et par exemple, nous, sur les 4 premiers investissements qu'on a faits, 2 investissements sont des investissements de consolidation, dont un qui a été fait à l'international. Donc, je pense qu'en tant que financier, on a une vraie capacité à encourager ce mouvement-là, qui est appelé par les acteurs de l'industrie. Est-ce que vous travaillez ensemble avec d'autres fonds européens? On regarde des projets ensemble, pas encore européens, parce que nous, en fait, l'Europe, on la voit de façon directe, mais surtout pour l'instant de façon indirecte, c'est-à-dire à travers des croissances externes pour notre portefeuille existant. Mais voilà, on a notamment un dossier en commun qui est sur nos bureaux respectifs, sur nos bureaux. Et juste pour compléter, oui, effectivement, nous, donc sur nos 4 premiers investissements, le deuxième a été fait en Italie. D'accord. Matt Hauser, en Europe élargie, on va y introduire et incorporer les Ukrainiens. En ce qui concerne les drones, c'est eux qui ont la main d'un point de vue technologique et opérationnel? Alors ils ont certainement sur beaucoup de briques technologiques une belle avance, notamment dans les briques de drones longue portée, les briques de drones très courte portée aussi, où ils sont capables de faire des choses du fait de la guerre aussi à très bas coût. Ceci étant dit, les Français et les Européens commencent aussi à rattraper une partie de ce retard, notamment parce qu'ils sont présents en Ukraine comme certaines sociétés françaises. Ils ont des partenaires ukrainiens, ils font du test sur le terrain, donc l'écart est en train de se réduire, mais plus par, on va dire, il y avait quand même ce retard initial, mais il y a des coopérations qui sont en train d'émerger et qui vont dans la bonne direction, c'est certain. Je me permets juste de rebondir sur ce qui a été dit. Moi, j'ai un cas précis où, pour le coup, la coopération entre pays européens, entre fonds, fonctionne bien. C'est sur la chaîne de valeur, la chaîne logistique, savoir tout ce qui est composant. Sur les composants, les fonds et les pays européens travaillent ensemble sur des sociétés claires. Voilà. Merci beaucoup à tous les 4 pour vos réponses. Aux avant-postes, c'est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France 24, sur nos podcasts et nos réseaux sociaux. Au revoir.